Une secrétaire, un brancardier. Un externe, c'est un putain de larbin. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est esclave. C'est aussi la secrétaire et ou la plante verte. Ça dépend des services. Voilà. C'est un étudiant. Bien sûr, c'est écrit sur la fiche de paye. Étudiant, stagiaire. On va pas me demander de travailler. C'est pour faire du boulot chiant. Payez-moi comme un truc pour du boulot chiant, quoi. C'est quelqu'un qui prend très cher déjà. Vraiment, depuis la D1, il se fait balancer en stage en mode bon, tu sais rien, tu ne connais rien, tu ne sais pas comment marche l'hôpital, et puis bah écoute, on va te lâcher dans le grand aquarium avec les piranhas et tu vas te démerder, quoi. Un stagiaire qui est là pour apprendre et qui aide au service. Alors parfois j'ai un peu de mal à savoir comment on aide vraiment à la prise en charge des patients parce qu'à part envoyer des fax, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'en allant les voir et en leur parlant, ça fait une présence aussi, et voilà. C'est un très beau métier, que ça fait partie des métiers où tu sers vraiment à quelque chose. Bah, c'est peut-être un peu égoïste de dire ça, mais je pense qu'on sert vraiment à quelque chose. J'ai choisi médecine parce que depuis que j'ai 6 ans, je veux faire ça. J'ai un petit frère malade très handicapé. Et depuis que je suis petite, je le vois les médecins qui déboulent les uns après les autres à la maison. Et quand j'étais petite, je regardais par le trou de la serrure de sa chambre les techniques et j'étais persuadée qu'en faisant pareil, j'allais réussir à le faire parler, à le faire marcher. Et j'ai eu un peu cette haine, je pense, de la vie où je me suis dit bah ok, faut que je fasse quelque chose et moi aussi je vais aider et j'y vais. Après j'ai eu mes phases, je vais faire kiné, orthophoniste et en fait c'est resté médecine. Mon premier stage de la D1, l'interne me dit d'aller voir comment va une patiente. Donc moi j'y vais et je lui parle quoi, je lui dis comment ça va, combien d'enfants, je lui tape la discute. Et en fait on était en musique quoi, donc je reviens et je dis bah elle va bien. Et l'interne me dit mais c'est-à-dire elle va bien. Je dis bah écoute elle va bien, elle a le moral, mais du coup sa pression artérielle, sa fréquence cardiaque. En fait j'avais rien regardé de tout ça, je lui avais tapé la discute pendant 30 minutes. Voilà. De bien le faire. Mais les premières fois, tu galères un peu à choper les bonnes infos. Tu retournes plusieurs fois dans la chambre pour demander ah, et les allergies, d'accord, ok. Ah, mais vous fumez, ok, d'accord. Le médecin traitant, ok, pour remplir bien ta BMI. Ah, mais en fait, vous avez mal depuis quand? Enfin, tu retournes bêtement. Voilà. Et après, t'en as marre de perdre du temps. En fait, je trouve que c'est stressant au début parce que tu sais pas trop, en plus tu découvres la matière, tout ça, donc tu sais pas trop, tu comprends pas grand chose, et puis on te montre que tu sais pas grand chose en fait. Du coup, c'est assez stressant au début, mais après, tant que l'équipe est cool, c'est cool ouais. Quoi. De trouver une place, c'est super dur, je trouve, en tant qu'externe en médecine, de se faire sa place dans un service, et ça, c'est vachement service dépendant parce que t'as plein de services qui tout de suite te donne des objectifs précis et où tu sais exactement pourquoi tu vas en stage tous les matins et ce que tu vas faire et voilà, où tu as vraiment une réelle utilité, mais tu as aussi plein de stages où tu es complètement un peu laissé entre guillemets à l'abandon et où c'est toi qui dois improviser avec ça. J'en sais peut-être l'organisation de l'hôpital en tant qu'institution comme ça, quoi. C'est l'usine et l'armée, quoi. Les deux choses pour lesquelles je refusais de signer quand j'étais plus jeune, mais... Quand tu débutes P2D1, t'as pas vraiment de rôle défini, t'as pas d'utilité, t'as pas grand chose à ajouter au fonctionnement de l'hosto et c'est un peu trouver où te mettre, voilà, pas te mettre dans le passage pendant les visites. Quand même essayer d'être utile malgré tes lacunes évidentes. Donc ouais, je dirais trouver sa place. Non, pas vraiment. Je pense que non, j'ai pas de patient qui m'a énervée dans le sens où j'arrive quand même pas mal à relativiser et me dire que en réalité je pense qu'il a toujours une bonne raison s'il est chiant, s'il est mal poli, s'il nous crie dessus, s'il trouve que ça va pas assez vite, je pense qu'il a toujours une bonne raison de l'être ou enfin de critiquer, et même si c'est pas une bonne raison, je pense qu'il y a toujours
moyen d'expliquer les choses et avec le sourire, avec la gentillesse, avec prendre 5 minutes de plus, juste 5 minutes pour expliquer pourquoi, le pourquoi du comment, ça résout quand même pas mal les choses et globalement les gens comprennent beaucoup et ça m'est pas arrivé d'être excédé par quelqu'un et de pas réussir à m'en sortir quoi. Urgence surtout, ouais. Les gens deviennent fous aux urgences, hein. Mais après c'est entre guillemets normal vu les conditions dans lesquelles ils sont pris en charge, mais ouais, urgence énormément, ouais. On était débordés, c'était un samedi après-midi aux urgences pédiatriques de Trousseau. À un moment, je vais chercher un patient, donc je vais appeler un patient dans la salle d'attente. Et là, il y a une maman qui m'interpelle et qui me dit « Excusez-moi, mais quand est-ce que ça va être à ma fille parce que ça fait une demi-heure qu'on attend. » Je pense que j'ai besoin d'expliquer à personne qu'une demi-heure d'attente aux urgences, c'est genre la même chose qu'attendre 1 minute 30 pour un bus. Là, elle me dit oui, mais moi, vous comprenez, ma fille, elle a pas grand-chose, elle s'est juste tordu la cheville mercredi, et, elle est littéralement venue nous interpeller toutes les 15 minutes. Donc avant qu'on la voie une première fois, quand est-ce qu'on allait la voir? Ensuite, quand on l'avait envoyée à la radio et qu'on avait fait la radio, quand est-ce qu'on allait la revoir après la radio? Quand est-ce qu'elle allait passer à la radio? Enfin bref, c'était l'enfer. Les patients qui m'ont agacé, non, surtout les accompagnants aux urgences, quoi, c'est les pires. C'est les pires, ils sont même pas malades, ils viennent se plaindre, mais je suis rarement agacé par les patients. Mais on fait comme disait l'interne, une poêle téfale, quoi, tout te glisse dessus. C'est vrai que la moitié de nos amis à notre âge travaillent, gagnent leur vie, font des choses de gens de leur âge, de notre âge, alors que nous on fait encore des choses de gens plus jeunes que nous. Et c'est vrai que parfois le décalage se fait ressentir, que ce soit économiquement comme peut-être mentalement. Mais bon, après ça, je pense qu'avec les études de médecine, ça nous fait quand même pas mal grandir. Quand tu refuses 3 fois de suite une sortie, un truc, un machin, et qu'au bout d'un moment tes potes te le reprochent, c'est d'autant plus agaçant que tu refuses parce que tu taffes en fait. C'est vrai que c'est quand même dur de parler de médecine et d'évoquer médecine à des gens qui connaissent pas du tout et qui ont juste vu Hippocrate et première année. En réalité, je pense il faut le vivre pour comprendre. Je pense qu'on peut faire 100 films et séries sur médecine. Je pense quand même qu'il faut l'avoir vécu pour vraiment comprendre ce que c'est. Ouais. À part le fait qu'ils m'envoient des photos de leurs amygdales à 6h du matin pour me demander s'ils ont une angine, sinon je crois pas que leur regard envers moi ait changé. Je trouve qu'on est très courageux, et peut-être qu'ils ont même une vision déformée des études qu'on fait, peut-être qu'ils pensent que c'est plus dur, ou moi j'aurais jamais pu faire ça, et du coup ça donne un côté valorisant, et ça nous valorise beaucoup plus que en fait, ce qu'on fait en réalité, que ce soit à l'hôpital ou... en tout cas pour maintenant, je dis pas pour plus tard mais pour maintenant. Quand on me demande tu fais quoi dans la vie, je suis responsable paye chez Cofidis. Tu tries des papiers, pareil. Tu ranges des classeurs, pareil, tu vois. Sauf que ça t'évite d'avoir la liste des questions qui sont quand même protocolaires, quoi. Ah, médecine, ah ouais. T'es en quelle année? Ça va, t'as choisi une spécialité? C'est pas trop dur? Oh là là, j'aurais pas réussi. Et puis pareil, pour peu que ce soit quelqu'un qui a fait une P1 et qui l'a raté, ça reste toujours malaisant. T'es interne ou externe, déjà? C'est bon, t'as passé la plus dure, tu vois, j'ai avancé à tout le monde là aussi, tu vois. Non, en vrai, ceux qui sont vraiment en dehors de médecine, ils croient vraiment que tu fais des trucs de ouf. Mais ils savent pas la vérité. En groupe, tu vas parler avec une personne qui va dire qu'elle a un respect profond pour la médecine parce que
bah, soit ils ont sauvé telle ou telle personne, ou toi, soit voilà, ils ont cet idéal aussi, c'est un beau métier. Il y a d'autres gens qui vont avoir. Ils vont tout de suite dire ah c'est nantis de médecins qui gagnent 4000 par mois avec leurs consultations privées et tout ça. Il y a de tout mais voilà, on n'est pas tous des nantis, on n'est pas tous des corporatistes ingrats. Je sors du box, j'arrive dans la salle d'attente, je fais Monsieur X. Et là, je vois arriver donc un détenu, donc menotté là, menotté au pied, menotté en plus entre les mains et les pieds, et avec deux espèces de molosses flics à sa droite et à sa gauche. Je fais bonjour, ils me font c'est vous le médecin? Ouais, c'est moi qui vais l'examiner, ouais, donc on le met dans un box et tout. Et à un moment, genre, je dois l'examiner à la lampe à fonte, donc je leur demande d'éteindre la lumière. Et là, pendant un moment, je me suis dit un truc, je me suis dit, attends, je crois que j'avais vu un film où en gros, il doit faire échapper sa femme de prison et pour ça, il lui fait une visite médicale à l'hosto et c'est là où il intervient pour la libérer parce qu'elle a que 2 gardes sur elle. Et je me dis, putain, imagine le mec, c'est la stratégie depuis le début de se faire emmener en consulte d'ophtalmo parce qu'il a des soucis ophtalmo pour se retrouver seul avec l'externe et le prendre en otage avec les menottes comme ça. Quand j'ai demandé d'éteindre la lumière, je me suis dit mais attends, mais ça se trouve je vais me faire enculer la gueule. Et après j'ai regardé ses yeux à la lampe à fonte et en fait il allait me rien faire du tout parce qu'il avait des cristallins mais opaques comme un verre de lait quoi. D'accord. Les deux côtés. Du coup je me suis dit bon, je pensais avant de me prendre en otage il va se vautrer 3 fois par terre quoi. Donc je me suis dit ça va, mais ça je m'en suis souvenu, putain, ouais. C'était la garde post-way, vraiment la garde le lendemain du way, tu vois. Où genre, pareil, très peu dormi, même sur la garde, et t'arrives au petit lendemain quand tu dois présenter ton patient au staff. Et tu te retrouves genre sur cette table avec 8 médecins de chaque côté qui te regardent tous penchés la tête vers toi, qui te regardent comme ça, et qui attendent que tu dises quelque chose. Et là quand tu commences, c'est que ça fait « Alors, patient de 21 ans !» C'est trop dur, c'est trop dur. C'était aux urgences. Moi, de toute façon, aux urgences, c'est le pire, je crois. Et il y a un chef qui me dit bon, bah, Hortense, t'es chaud dans suture, là, c'est bon, c'est ta 6e ou 7e garde. Il y a une patiente qui a un truc comme as sur la tête, tu vas la suturer. Si jamais tu vas toute seule et si jamais tu galères, tu nous appelles. J'arrive, je vois une mamie sur son brancard avec une plaie énorme dans les cheveux, donc va suturer avec les cheveux, ça c'était l'enfer. J'ai dû en couper un petit peu, mais quand même pas trop parce que sinon elle me gueulait dessus. Et elle était sous anticoagulant, donc je commence à faire mon truc, à piquer, et en fait elle pissait le sang tellement que on m'avait déjà dit. Il y avait une histoire comme quoi il fallait soi-disant mettre des masques quand on faisait les sutures, mais c'est comme les PL, mais en fait personne ne le fait. J'ai compris l'utilité parce que je me suis pris, franchement je peux appeler ça une faciale de sang. Genre vraiment, je me suis pris une giclure dans la gueule, dans la bouche, partout, dégueulasse. Je vais voir mon chef, je lui dis je me suis pris du sang partout. Il me dit bon c'est où? J'avais des lunettes, donc il me dit ça va, c'est pas dans l'œil. C'est que dans la bouche, t'inquiète, la muqueuse de la bouche elle est pas aussi vascularisée que celle des yeux, tu crains rien. Ok, j'avais quand même un sale goût de sang dégueulasse dans la bouche. Mais en fait, il y en a eu tellement des gardes de merde que à la limite, c'en est une parmi tant d'autres quoi. C'était en maladie infectieuse où on avait une patiente, en gros, elle avait fait une septicémie le 24 décembre au matin. Du coup, urgence, réa direct, un truc vraiment, vraiment grave, vraiment cogné. On la récupère, je crois, mi-janvier. Du coup, on avait soigné l'infection et tout. Et en gros, moi, mes missions, c'était de l'examiner un peu et de la faire marcher. Du coup, elle me raconte un peu sa vie. Elle me dit je suis content que ça aille mieux. Je suis vraiment pressée de rentrer à la maison parce que on m'attend pour Noël.
Je fais comment ça, on vous attend pour Noël, tu sais, devait être le 15 janvier, Noël c'est plutôt le 24, 25 décembre. Et elle me dit, ah bah vous savez, en fait quand j'ai fait mon infection, j'étais avec toute ma famille et bah, ils ont tous eu très peur pour moi et du coup ils m'ont dit, on t'attend pour ouvrir les cadeaux de Noël. Et ça j'ai trouvé ça très touchant, ça m'a pas mal ému. Ouais. Des doutes tous les jours. Je me lève, je doute. Je me couche, je me doute. Pardon, je doute. Cut time. Bien sûr. Combien de fois je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Et aussi rapidement je me dis c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, je trouve ça trop intéressant, j'ai rien envie de faire d'autre. Le doute c'est la base de tout, il faut douter de tout. Le jour où on doute plus de soi et on se dit plus tiens, est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être là? Est-ce que j'ai les capacités pour être là? Est-ce que je mérite d'être là? Le jour où on arrête de se poser les questions, c'est qu'on est devenu un vieux con. Franchement, au final, je me suis posé les questions 1000 fois et la réponse a toujours été il n'y a rien d'autre qui t'intéresse à ce point-là, au point d'en faire ton métier à vie. Et puis on va pas se mentir, c'est une sécurité aussi. On connaîtra jamais le chômage, on connaîtra jamais les fins de mois difficiles. C'est pas vis-à-vis de médecine, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, mais est-ce que c'est la seule chose que je veux faire? C'est juste passer à côté de tant de choses et passer à côté de tes plus belles années. C'est juste, c'est le principe des choix, on va pas se mentir. Moi je sais très bien que j'adore médecine, je vais faire ça de ma vie maintenant, tu vois, c'est pas un souci. Mais c'est juste le fait de choisir et de devoir faire des sacrifices à côté. En fait, les gens nous expliquent ce que c'est que la médecine. On nous explique pas ce que c'est que les recours, on explique ce que c'est la médecine et pourquoi on fait ça et quel est le but des choses. Des gens qui nous expliquent le pourquoi du comment. Un stage où on va que 2 ou 3 jours par semaine, mais que quand on est là, on a genre un PU qui nous suit et qui nous pose que des questions tout le temps, mais que à nous. Genre pas, il t'affiche devant les autres quand tu connais pas et puis il te fait des petits cours et tout. Un stage personnalisé. Genre un prof particulier de stage. Un PU personnalisé. J'ai remarqué un truc, c'est que quand tu vas pas en stage tous les jours, t'es vachement plus motivé quand t'y vas. Et moi, les stages où j'y allais pas tous les jours, quand j'étais là. J'étais à fond, je faisais les trucs, j'avais envie de rendre service à tout le monde, j'étais trop de bonne humeur, ça me motivait. C'est trop important. Alors quand tu y vas tous les jours, tu traînes des pieds, t'en as marre, c'est chiant. Ce qui m'agace le plus, je pense que c'est le manque d'organisation et le manque de moyens qui fait que ça pèse beaucoup sur les internes déjà. Je pense que ça pèse surtout beaucoup sur les internes et ça repose un petit peu sur nous. En fait, c'est ce qui gâche les études de médecine complètement. Et enfin, pas que les études de médecine, j'imagine aussi toute la carrière qu'on a si on fait une carrière hospitalière. Mais le manque de moyens, c'est quand même très handicapant et pour tout le monde, ça met une mauvaise ambiance. Ça fait faire les choses mal, ça donne des problèmes relationnels, ça donne des problèmes avec les patients. Je pense, et le pire, c'est que ça donne une mauvaise prise en charge pour les patients. Je pense que les patients vont devenir super chauds. Je pense qu'ils vont eux-mêmes, donc déjà les applications aussi, je regarde je prends une photo sur mon bras, je sais ce qu'il y a dans mon sang, quoi. Enfin, ça va être limite ça. Mais je pense que malgré tout, la réaction du patient face à un truc, il faudra toujours aller voir le médecin. On aura toujours un peu un rôle humain maintenant. Oui, peut-être qu'on aura moins un rôle clinique, diagnostique et thérapeutique parce qu'on sera subordonné par des logiciels. Quand je vois les réformes, les services qui ferment, les médecins, les internes qui se suicident, j'ai l'impression que tout ça se fait dans l'apathie générale. Gratuite. Gratuite, avec plein de médecins, plein d'empathie.
Des patients tellement observants. Aidé par des trucs qui simplifient la vie, que effectivement les médecins soient plus des mecs qui bossent comme des chiens et qui font une crise cardiaque à 50 balais, mais qu'on garde quand même notre côté humain et notre relation avec le patient et qu'au final on continue à faire des diagnostics même si tout avance en même temps, quoi. Comment j'aimerais qu'elle soit c'est dur à dire, il manque tellement de choses. Il manque des moyens déjà, il manque du personnel. Tu changes ces deux choses-là, ça change tout. T'es confronté à des choses très graves, des personnes qui vont pas du tout avoir la même vision que toi des choses, vu qu'ils sont dans un état gravataire et risquent de mourir. Donc évidemment tu relativises. Mais je crois que j'ai jamais autant profité d'un rayon de soleil que quand je sortais de garde. Ça clairement, en sortant de garde de réa, quand je sortais au marché, mais j'étais heureux de vivre, quoi. Genre clairement, waouh, une pomme, c'est trop bon une pomme en fait. Putain, je suis pas en train de mourir, c'est génial. Les patients ils te font grandir aussi parce que ils te mettent face à des situations dans lesquelles t'as jamais été. Qu'est-ce que tu dois faire quand t'as quelqu'un qui se met à pleurer devant toi? Ça s'apprend pas, tu vois? Tu fais quoi? T'apprends en te voyant réagir toi-même, par exemple. On a tous vu des gens dans nos stages qui sont morts, qu'on a suivis, etc. ou qui ont été très malades avec des maladies chroniques, ce qui est quand même pas très drôle non plus, qui est pas très loin de la mort, on va dire. Mais ça m'a fait beaucoup grandir dans ce sens-là, parce que voir la mort quand on a 20 ans, ou même plus jeune pour certains, c'est un chamboulement qui est énorme, qui m'a fait énormément réfléchir sur pourquoi je suis là, enfin pourquoi j'ai envie de faire ça, et qui m'a vraiment donné un sens, une raison aux choses et un sens à la vie, quoi, un sens à ma vie, et de me dire qu'en fait j'ai de la chance d'être là, j'ai de la chance d'être en bonne santé, j'ai de la chance d'avoir un entourage, et même si c'est très difficile les études de médecine parce qu'on travaille beaucoup, c'est une chance qui est unique de vivre ça et de vivre du bon côté en fait, parce qu'on est du bon côté en réalité, on a beau se plaindre, on est du bon côté, on n'est pas malade, et voilà, ça m'a fait énormément grandir, et je pense que j'ai changé ma mentalité par rapport à beaucoup de choses et par rapport à beaucoup de gens.